En 1694, la Banque d'Angleterre est fondée, officiellement pour financer la guerre contre la France de Louis XIV. En réalité, c'est l'invention d'un mécanisme révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, un État emprunte massivement non pas en or, mais contre sa capacité future à lever des impôts. L'Angleterre découvre qu'elle peut faire la guerre à crédit. Quelques décennies plus tard, elle domine le monde. Ce n'est pas une coïncidence. Depuis l'Antiquité romaine jusqu'aux États-Unis contemporains, tous les empires qui ont duré ont maîtrisé une recette à 3 ingrédients: l'or, la dette et la guerre. Pas séparément. Ensemble, dans une alchimie financière qui transforme la violence en richesse et la richesse en pouvoir. Comprendre cette recette, c'est comprendre la logique profonde du pouvoir impérial. Bonjour, je suis historien spécialisé en histoire économique et financière des empires depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous n'allons pas discuter de moralité ou de justice, nous allons analyser froidement les mécanismes financiers qui permettent à certains États de construire et maintenir des empires pendant des siècles, tandis que d'autres s'effondrent après quelques décennies. Cette analyse s'appuie sur les archives fiscales, les registres de dette publique et les travaux d'historiens économiques qui ont documenté ces processus sur le très long terme. Pour comprendre la recette impériale, il faut d'abord comprendre le contexte historique. Avant le XVIIe siècle, les empires fonctionnaient selon un modèle simple: piller. Rome pillait les provinces conquises, l'Espagne pillait lors du Nouveau Monde, le butin finançait l'armée, l'armée conquérait de nouveaux territoires généraient nouveaux butins. Ce modèle a une limite structurelle, il s'épuise. Les provinces pillées s'appauvrissent, l'or pillé se dépense. Quand le butin diminue, l'empire s'effondre. L'Espagne du XVIe siècle en est l'exemple parfait. Malgré l'or massif des Amériques, elle fait faillite 4 fois en 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle ne maîtrise pas la recette moderne. La recette moderne émerge au XVIIe siècle avec les provinces unies néerlandaises et l'Angleterre. Elle repose sur 3 piliers interdépendants. Premier pilier, contrôler l'or, pas nécessairement le posséder. Les Néerlandais ne possèdent pas de mines d'or, mais Amsterdam devient le centre du commerce de l'or européen. Toutes les transactions passent par Amsterdam. Les banques néerlandaises fixent les prix. Elles prêtent sur l'or. Elles créent des instruments financiers adossés à l'or. Contrôler les flux d'or est plus profitable que posséder l'or physiquement. L'or circule, génère des commissions, des intérêts, du pouvoir. Deuxième pilier, institutionnaliser la dette publique. Avant le XVIIe siècle, les dettes royales étaient personnelles. Le roi empruntait, le roi mourait, ses héritiers répudiaient souvent les dettes, les prêteurs exigeaient donc des taux d'intérêt très élevés. Les Provinces-Unies inventent quelque chose de révolutionnaire, la dette publique perpétuelle. Ce n'est plus le prince qui emprunte, c'est l'État. L'État ne meurt jamais, la dette devient un actif sûr. Les riches bourgeois néerlandais achètent des obligations d'État à 3 ou 4%, ils reçoivent un revenu régulier, l'État néerlandais peut emprunter des sommes immenses à des taux très bas. Avec cet argent, ils financent une marine puissante qui protège le commerce, qui génère des impôts, qui permettent de rembourser la dette et d'emprunter encore plus. C'est un cercle vertueux. L'Angleterre copie ce modèle en 1694 avec la Banque d'Angleterre. Mais elle va plus loin. Elle lie explicitement la dette publique à la capacité fiscale de l'État. Le Parlement anglais garantit que les impôts futurs serviront à rembourser les créanciers. Cette garantie parlementaire fait baisser les taux d'intérêt anglais en dessous des taux français. La France monarchique absolue emprunte à 5, 6, 7%. L'Angleterre parlementaire emprunte à 3-4%. Sur des décennies, cette différence est décisive. L'Angleterre peut financer des guerres plus longues, plus coûteuses. Elle gagne. Troisième pilier, utiliser la guerre pour renforcer le système financier, pas seulement pour conquérir. C'est le paradoxe impérial. La guerre coûte cher, mais elle crée les conditions de l'expansion du crédit. Pourquoi ? Parce que la guerre nécessite des emprunts massifs. Ces emprunts créent une classe de créanciers qui ont intérêt à la victoire de l'État. Plus l'État emprunte,
plus cette classe s'enrichit et se renforce. Elle investit dans le commerce, l'industrie, les infrastructures, elle paye des impôts, l'État peut emprunter encore plus. La guerre devient le moteur d'une croissance économique financiarisée. Si vous voulez continuer à explorer ces mécanismes historiques du pouvoir économique et comprendre comment la finance et la violence impériale se renforcent mutuellement, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Nous analysons ces dynamiques avec la profondeur et la rigueur qu'elles méritent. Observons maintenant comment cette recette s'applique concrètement. L'Angleterre du XVIIIe siècle mène des guerres quasi continues contre la France. Guerre de succession d'Espagne, 1701 à 1713. Guerre de succession d'Autriche, 1740 à 1748. Guerre de Sept Anses, 1756 à 1763. Guerre napoléonienne, 1704-23 à 1815. À chaque guerre, la dette publique anglaise explose. En 1700, elle représente 15% du PIB. En 1815, elle atteint 260% du PIB. C'est colossal, mais l'Angleterre ne fait jamais défaut. Pourquoi? Parce que le système fiscal anglais est suffisamment développé pour générer les revenus nécessaires au service de la dette. Et parce que les guerres victorieuses ouvrent de nouveaux marchés, génèrent de nouveaux revenus commerciaux, renforcent la livre sterling. Comparons avec la France. La France monarchique mène les mêmes guerres. Elle perd la plupart. Pourquoi? Pas par infériorité militaire, par infériorité financière. La France emprunte à des taux plus élevés, elle a plus de mal à lever des impôts, sa noblesse est largement exemptée, son système fiscal est inefficace, fragmenté. En 1789, la dette française est devenue insoutenable. La tentative de réformer le système fiscal déclenche la Révolution. La Révolution mène à la guerre à Napoléon, Napoléon à la défaite finale. La différence entre l'Angleterre et la France au XVIIIe siècle n'est pas militaire, elle est financière. Mais il y a une subtilité cruciale. La dette n'est pas seulement un moyen de financer la guerre, elle est un instrument de contrôle social. Les créanciers de l'État deviennent une classe sociale distincte. En Angleterre, ce sont majoritairement des marchands, des financiers, des propriétaires terriens. Cette classe a un intérêt existentiel dans la stabilité de l'État. Elle soutient le Parlement, elle accepte des impôts élevés parce qu'elle reçoit des intérêts sur la dette. Elle finance la révolution industrielle parce qu'elle a des capitaux abondants. La dette publique crée une bourgeoisie financière qui devient le pilier social de l'Empire britannique. L'or joue un rôle spécifique dans ce système. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'or n'est pas principalement une réserve de valeur. Il est un instrument de pouvoir monétaire international. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne adopte l'étalon or. La livre sterling est convertible en or à un taux fixe. Cela fait de Londres le centre financier mondial. Tous les pays qui commercent internationalement détiennent des livres sterling. La livre sterling devient la monnaie de réserve mondiale. Cela donne à l'Angleterre un privilège exorbitant. Elle peut financer ses déficits commerciaux en émettant des livres sterling que d'autres pays acceptent volontiers. Elle exporte du papier, importe des biens réels. C'est un transfert de richesse subtil mais massif. La guerre joue un rôle encore plus sophistiqué. Elle ne sert pas seulement à conquérir des territoires, elle sert à imposer des systèmes commerciaux favorables. Les guerres de l'opium contre la Chine, 1839 à 1842 et 1856 à 1860, ne visent pas à conquérir la Chine. Elles visent à forcer la Chine à ouvrir ses marchés au commerce britannique, notamment l'opium produit en Inde britannique. Le résultat est une balance commerciale favorable à l'Angleterre, un flux d'argent de la Chine vers l'Angleterre, un renforcement de la livre sterling. La violence militaire structure les flux économiques. Appliquons maintenant cette analyse aux États-Unis au XXe siècle. Les États-Unis deviennent un empire selon la même recette adaptée. Premier pilier, l'or. En 1944, les accords de Bretton Woods établissent un système monétaire international basé sur le dollar, lui-même convertible en or. Les États-Unis détiennent alors les 2 tiers des réserves d'or mondiales.
le dollar devient la monnaie de réserve mondiale. En 1971, Richard Nixon rompt la convertibilité du dollar en or. Mais le dollar reste la monnaie de réserve. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont imposé que le pétrole, la ressource la plus stratégique, se vende en dollars. Tout pays qui importe du pétrole doit détenir des dollars. C'est le système du pétrodollar. Il remplace l'étalon or, mais accomplit la même fonction. Forcer les autres pays à financer les déficits américains. Deuxième pilier, la dette. Les États-Unis émettent des quantités colossales de dette publique. En 2024, la dette fédérale américaine dépasse 34 trillions de dollars, plus de 120% du PIB. C'est soutenable tant que le dollar reste la monnaie de réserve. Les pays étrangers, notamment la Chine et le Japon, détiennent des milliers de milliards de bons du Trésor américain. Ils financent les déficits américains. Pourquoi acceptent-ils ? Parce qu'ils ont besoin de dollars pour acheter du pétrole et commercer internationalement. Et parce que les alternatives sont limitées. La dette américaine est le pilier du système financier mondial. Troisième pilier, la guerre. Les États-Unis maintiennent plus de 700 bases militaires dans plus de 80 pays. Ils dépensent plus en défense que les 10 pays suivants combinés. Cette présence militaire globale n'est pas seulement défensive, elle garantit la stabilité des routes commerciales maritimes, elle protège les approvisionnements en pétrole, elle dissuade les remises en question du système pétrodollar, elle permet des interventions pour renverser des gouvernements hostiles aux intérêts américains. La puissance militaire américaine est le garant ultime du système financier dollar-centré. Mais ce système a des limites structurelles. Comme tous les empires précédents, l'empire américain repose sur une contradiction. Il doit maintenir simultanément une économie productive et une puissance militaire globale. Historiquement, cette contradiction s'est toujours résolue de la même manière. L'empire privilégie la puissance militaire. Il dépense de plus en plus en défense. Mais ces dépenses ne créent pas de richesse productive. Elles sont financées par la dette. La dette augmente. Pour attirer les créanciers, l'empire doit offrir des taux d'intérêt compétitifs. Mais des taux élevés freinent l'investissement productif. L'économie se financiarise, se désindustrialise, l'empire devient rentier, il vit de sa position privilégiée dans le système monétaire international, pas de sa production réelle. Cette dynamique est insoutenable à long terme. Abonnez-vous pour des analyses approfondies qui révèlent les structures invisibles du pouvoir financier et nous permettent de comprendre comment les mécanismes impériaux continuent de façonner notre présent économique. Comparons les trajectoires historiques. Rome, au IIIe siècle après Jésus-Christ, débase sa monnaie pour financer ses armées. L'inflation explose, le commerce s'effondre, l'empire se fragmente. L'Espagne, au XVIe siècle, importe l'or américain, mais cet or finance les guerres européennes et fuit vers les économies productives du Nord, l'Italie et les Pays-Bas. L'Espagne s'appauvrit malgré l'or. L'Angleterre, au XIXe siècle, maintient l'équilibre entre finance, production industrielle et puissance militaire pendant un siècle. Mais, après la Première Guerre mondiale, elle est financièrement épuisée. Elle perd son statut de centre financier au profit de New York. L'Empire britannique se dissout progressivement après 1945. Les États-Unis suivent-ils la même trajectoire ? Plusieurs signes suggèrent des fragilités. La part de l'industrie manufacturière dans l'économie américaine a diminué drastiquement depuis 1980. Les déficits commerciaux sont chroniques. La dette publique croît plus vite que l'économie. La financiarisation progresse. Les inégalités se creusent. Le dollar reste dominant, mais des alternatives émergent. La Chine développe des systèmes de paiement internationaux qui contournent le dollar. Plusieurs pays commercent directement en monnaie nationale. Le système pétrodollar est contesté. Certains producteurs acceptent des paiements en yuan ou en euros, mais prévoir l'effondrement d'un empire est toujours prématuré. Les empires sont résilients. Ils s'adaptent. Les États-Unis ont des avantages considérables. Ils contrôlent encore la majorité des infrastructures financières mondiales. Le système SWIFT, qui gère les transactions internationales, est dominé par les États-Unis. Les principales institutions financières internationales, FMI et Banque mondiale, sont contrôlées par les États-Unis. La puissance militaire américaine est sans rival. L'économie américaine, malgré ses problèmes,
reste innovante, flexible, attractive pour les capitaux mondiaux. La question n'est pas si l'empire américain s'effondrera, mais comment il évoluera. Ce que l'histoire nous enseigne, c'est que la recette impériale, hors dette et guerre, n'est pas éternelle. Elle fonctionne tant que 3 conditions sont réunies. Première condition, l'empire contrôle les flux monétaires internationaux. Deuxième condition, les créanciers ont confiance dans la capacité de l'empire à rembourser sa dette. Troisième condition, la puissance militaire dissuade les remises en question du système. Quand une de ces conditions faiblit, l'équilibre se fragilise. Historiquement, c'est souvent la deuxième condition qui cède en premier. Les créanciers perdent confiance, les taux d'intérêt augmentent, le service de la dette devient insoutenable, l'empire doit choisir entre faire défaut ou réduire drastiquement ses dépenses militaires. Les deux options affaiblissent l'empire. À votre avis, laquelle des 3 conditions, contrôle des flux monétaires, confiance des créanciers ou puissance militaire dissuasive, est actuellement la plus fragile dans le système impérial américain contemporain? Et cette fragilité est-elle suffisante pour déclencher une transformation systémique ou les mécanismes d'adaptation de l'empire peuvent-ils compenser indéfiniment? Partagez votre analyse en commentaire